Le clairon. Alors, vous avez eu le conseil scientifique, vous savez, pendant la très antidémocratique gestion Covid. Eh bien, vous aurez désormais le conseil présidentiel de la science. Jeudi dernier, c'est Emmanuel Macron qui a mis en place ce fameux conseil présidentiel chargé, alors là, je cite le communiqué de l'Élysée, de l'éclairer sur les enjeux scientifiques d'avenir. Ils prennent notamment l'exemple d'un chercheur qui, il y a 10 ans, aurait pu parler au président de la technologie des vaccins ARN, alors que la France a vécu comme, je cite toujours, une forme de traumatisme collectif d'avoir été à la traîne pour produire un vaccin contre le Covid-19. Une instance permanente donc qui jouera, je cite encore, un rôle interne de conseil du président. Ces avis ne seront pas rendus publics. Alors faut-il s'inquiéter de l'existence de ce nouveau conseil présidentiel qui a priori ne rendra pas de décision exécutoire mais aura quand même une fonction de conseil pour l'Élysée? Eh bien pour en parler, nous sommes avec Guylain Benessa. Bonjour maître. Bonjour Clémence, bonjour. Et merci d'être avec nous. Pardon, ce matin, je rappelle que vous êtes avocat, docteur en droit, enseignant à l'Université de Strasbourg, auteur de ces ouvrages Le totem de l'état de droit et surtout le plus récent, Le référendum impossible, comment faire taire le peuple, aux éditions Les Deux, L'Artilleur. Alors, craignez-vous finalement l'installation de ce nouveau conseil a priori qui n'a que pour rôle de donner des conseils en interne à l'Élysée? Inquiet, j'ai plutôt envie de vous dire bis repetita, n'est-ce pas? Oui. Puisqu'on se retrouve avec un conseil donc présidentiel de la science qui ressemble plus ou moins au conseil scientifique. Alors, première remarque, en fait, quand je vous dis que je bis repetita, plus lourdement que le Covid, c'est qu'on a maintenant désormais l'habitude qu'Emmanuel Macron gouverne avec une cour. En fait, c'est un homme de cour, c'est un homme de salon. Manifestement, les usages de la démocratie représentative à l'ancienne ne l'intéressent guère. Ne parlons pas de la démocratie directe et du référendum, puisque, alors là, pour le coup, on risque pas de le voir demain. Mais donc, on a pris l'habitude d'avoir Emmanuel Macron qui prend conseil auprès de sa cour, qui n'est d'ailleurs pas très nombreuse, a priori, et il décide seul. Alors, ce conseil scientifique, enfin, ce nouveau conseil scientifique, on va dire comme ça, est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Ce que je vois déjà, c'est cette pertinence dans la gestion, ça n'a pas changé. Et aujourd'hui, l'argument qu'on nous vend, si j'ai bien compris, parce que Clémence, il faut bien comprendre que le conseil est vendu comme une manière de revaloriser la recherche. En Oui, fait, oui. Emmanuel Macron dit que le fil a été rompu, le lien a été rompu avec la recherche en général, CNRS, sciences sociales, etc. Et donc, il faut penser le conseil comme une façon de rétablir le lien de confiance entre le gouvernement et la science, en quelque sorte. Et donc, ce conseil s'inscrit là-dedans, sauf qu'en réalité, il poursuit l'œuvre donc covidienne, puisqu'on nous dit, et c'est l'argument numéro un, l'argument massu, que si on avait eu un conseil comme ça il y a une dizaine d'années, on aurait eu vent, enfin l'Élysée aurait eu vent de l'ARN messager, et donc aurait pu, en amont, prévoir l'existence, je veux dire, de la technologie qui aurait pu permettre de vacciner dans une situation comme le Covid. Mm. Donc, ça veut dire qu'il faut encore plus prendre de l'avant. J'ai envie de dire, on l'a doublement dans le tronc, pour être clair. On l'a eu dans le tronc pendant le Covid, mais on nous dit maintenant, si on avait su, on l'aurait eu dans le tronc beaucoup plus tôt, Mm. puisqu'on aurait fait le nécessaire 10 ans plus tôt pour prévoir en réalité le vaccin et les suites d'opérations. Mais, alors je vous coupe peut-être si vous avez une question, parce que Allez-y, allez-y. je poursuis parce que j'ai fait mes petites recherches en préparant l'émission, et vous savez, je crois que souvent, pas besoin d'être un grand clerc pour voir ce qui nous pend au nez, il suffit de faire quelques petites recherches. Donc, j'ai fait mes petites recherches personnelles et je suis allé voir quelles sont les figures de proue de ce nouveau conseil présidentiel de la science. Donc, on a, pas que, Clément, je précise, mais tout de même, on a 3 noms qui sont un peu les têtes de gondole, n'est-ce pas, les têtes d'affiche, qui sont respectivement Jean Tirole, Mm. Alain Aspect et Claudine Tiercelin. Mm. Donc, Claudine Tiercelin, je ne vous cache pas, ayant fait des études de philo, elle me disait quelque chose, parce qu'elle est effectivement philosophe de formation, Collège de France, tout le Bataclan. Mais donc, Jean Tirole et Alain Aspect sont 2 prix Nobel, respectivement d'économie et de physique. Et en faisant mes petites recherches, donc, qui sont ces nouvelles têtes de gondole, on s'aperçoit que Grantin, Jean Tirole, ce prix Nobel d'économie, donc encore une fois la figure de proue mentionnée du nouvel conseil scientifique, nous dit-on, Jean Tirole, il a été extrêmement agressif, il a été extrêmement virulent à l'égard des Gilets jaunes, il ne comprenait pas leur doléance. En gros, les Gilets jaunes, c'est pour les cons, qu'on soit clair. Donc voilà la position de Jean Tirole, qui était également un fervent défenseur de la démocratie représentative contre la démocratie directe. En somme, plutôt le référendum, surtout pas de Oui. référendum, et laisser aux sachants et aux experts le soin de décider. Pas mal comme gestion de la chose. Ensuite, Mm. Alain Aspect, prix Nobel de physique. Alors lui, il s'est fait connaître parce qu'il a été, je cite, atterré par les propos le propos et le comportement de Didier Raoult durant la crise du Covid, parce qu'évidemment Didier Raoult est un, je cite,
complotiste qui évidemment est lutte pour les replis nationaux contre l'internationalisme de la science. Donc vous voyez qu'à l'ANSP, en gros, c'est l'idéologie covidienne qui se poursuit. Prenez les mêmes et on recommence. Et je finis avec Claudine Tiercelin. Après, promis, je m'arrête avec le petit listing nominatif. Non, non, c'est Mais très intéressant. Claudine Tiercelin, 2020, donc cette charmante philosophe que je ne connais pas personnellement. Je pense j'ai dû être à un colloque pas loin d'elle un jour, mais bon, j'ai pas eu l'occasion de la rencontrer, cette charmante dame. Claudine Tiercelin a écrit en 2020, à l'occasion de la mort de Samuel Paty, un édito pas inintéressant, mais dans lequel elle a bon dos de rappeler à l'époque que l'islamo-gauchisme n'existe pas. Donc, ça veut dire que le conseil scientifique qu'on nous vend aujourd'hui, il est fabriqué par des gens qui ne veulent pas la démocratie directe, n'aiment pas les gilets jaunes, sont atterrés par le complotisme, détestent Didier Raoult, sont pour l'internationalisme de la science et pensent que l'islamo-gauchisme n'existe pas. Si ça, c'est pas la poursuite exacte de l'idéologie qu'on a eu il y a 3 ans dans le conseil scientifique, je ne sais plus quoi dire. En gros, on continue sur la même lancée. Pourquoi pas? Vous savez, quand ça a mal commencé, mieux vaut continuer que s'arrêter en cours de route. Oui, tout à fait. Et je vais continuer dans votre continuation du conseil scientifique et rappeler tout de même ce qui s'est passé à la fin du conseil scientifique. Donc le premier, R1, pendant la gestion Covid. Jean-François Delfraissy, donc le président de ce conseil scientifique, a quand même à la fin, le jour de la fermeture de ce conseil, émis des regrets, publié des regrets dans le Parisien. Premier regret qui le suivront tout au long, enfin premier regret avec un S qui le suivront tout au long de sa vie, c'est d'avoir fait passer lors du déconfinement des EHPAD la santé avant tout au détriment peut-être, dit-il, d'une forme d'humanité. Voilà, c'est bien de s'interroger après coup. Deuxième regret, c'est qu'on aurait pu prendre les décisions avec les citoyens, regret de Jean-François Delfraissy, et puis notamment sur les questions de réouverture des écoles, etc. Et puis enfin, il regrette que durant cette crise, l'Organisation mondiale de la santé n'ait pas pris le pouvoir sur les vaccins, c'est-à-dire que c'était à elle de guider les industriels et non l'inverse, dit-il. Voilà, donc on a l'impression que la vérité émergeait à la fin de ce conseil. Et enfin, une conclusion assez audacieuse pour cet ancien président du conseil, et qui n'augure rien de bon pour la suite. Ce qui me rassure, dit-il, c'est que l'on est revenu au modèle de la recommandation et non plus de l'interdiction. Voilà comment il terminait. Alors, et c'est vrai que finalement, ce conseil scientifique qui était à l'origine censé faire des simples recommandations et au gouvernement, et à l'Élysée, et puis finalement à nous-mêmes, nous autres Français, on a vu que ces injonctions étaient devenues des injonctions exécutoires, enfin des interdictions, et on n'avait pas le choix de l'exécuter ou pas. Et c'est bien ça le problème, c'est-à-dire que sous couvert de donner des conseils, on peut se poser la question de la suite qui va être donnée à ces organes de conseil pour lesquels, vous l'avez rappelé, il n'y a aucun procédé démocratique. Et c'est exactement ça, Clémence. Vous savez, si on prend un peu de champ sur ce qui se passe, et désolé de faire la promo pour mon livre, mais tout de même, Bah oui, on est mais dans une on est dans situation le sujet. exactement. C'est-à-dire que le fait est que ce que j'essaie de démontrer dans le référendum impossible, et c'est exactement la conclusion de mon livre, c'est qu'en 2023, on ne songe pas à référender sur quelque sujet que ce soit au moment même, et là c'est la donnée du jour, au moment même où on renforce encore ce qu'on appelle souvent la comitologie, c'est-à-dire le gouvernement par des comités ou des experts, ou l'épistocratie, ça dépend comment on le voit. Ce qui fait qu'en réalité, le conseil scientifique, ce nouveau conseil, il a de ça de fascinant, c'est que quand bien même ne prendrait-il pas des décisions, c'est-à-dire des exécutoires, comme vous le disiez, c'est-à-dire quand bien même n'aurait-il pas un pouvoir réglementaire, la question pour moi n'est pas du tout intéressante. Enfin, il faut aller plus profondément. C'est qu'en fait, tout est fait pour que soit sous couvert de recommandations, soit sous couvert de décisions, soit sous couvert d'injonctions, et franchement les termes peu importent, tout est fait pour conditionner le citoyen à une certaine, comment dire, une certaine façon de concevoir la politique. C'est même plus de la politique, c'est en réalité donc de l'épistocratie, mais c'est plus de la politique, parce que tout est fait pour ne surtout pas s'en remettre à l'avis du kidam, à l'avis du citoyen moyen. C'est-à-dire qu'en fait, il faut être clair. Emmanuel Macron, mais il n'est pas le seul, il déteste le citoyen moyen. Les experts détestent les citoyens moyens, d'où leur détestation de la démocratie directe, parce qu'à chaque fois que le citoyen peut surgir, ça court-circuite leur petite façon de faire, qui en fait est une façon de faire de cours, d'intrigue, d'experts et de sachants, de recommandations. Même le lexique est intéressant, la notion de recommandation, vous savez, c'est ces espèces de conseils informels qui tranchent sans trancher, tout en disant qu'il faut trancher sans prendre de décision.
Donc aujourd'hui, on a en fait une démocratie qui est remplacée par cette comitologie globale. Et Emmanuel Macron est le digne, le représentant le plus emblématique. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est pris entre le marteau et l'enclume. D'un côté, on dit en France qu'il est trop autoritaire, et on dit voilà, il est seul à décider aux côtés du conseil scientifique, des choses comme ça. Vous voyez, il est seul avec ses premiers conseillers, avec sa chasse gardée, avec sa garde rapprochée, pardon. Mais en même temps, il est l'agent de Bruxelles. C'est-à-dire qu'il n'est ni plus ni moins que l'idéologie. Il est le suppôt de l'idéologie d'au-dessus, l'idéologie, on va dire, européenne, qui a largement pris le pli durant le Covid. Je veux dire, la Commission, les vaccins, Ursula von der Leyen, enfin, tout le monde connaît maintenant Mmh. cette histoire, la fameuse histoire des SMS et tout ça. Donc, en fait, on a quelqu'un qui décide sans décider grâce à des conseils qui prennent lieu de recommandations, mais qui, en fait, ne font que poursuivre une idéologie globale qui est infusée d'en haut et qui perfore chaque jour un peu plus à la fois la France, sa souveraineté, on va dire, et la façon de gouverner. Donc en fait, au moment même où on ne référende plus parce qu'on déteste donner la parole au peuple, on ne fait que poursuivre une façon de pratiquer la politique qui est l'absence même de politique, c'est-à-dire, vous savez, la prétendue neutralité axiologique weberienne. En gros, je gouverne sans gouverner parce que je fais le bien au nom d'une espèce de saint-simonisme neutre, vous savez, Mmh. le bien pour les autres, Oui, je oui, décide pour les autres sans décider, la en gestion, ne oui. faisant plus de politique sans trancher jamais officiellement, parce que ça paraîtrait trop délicat. Oui. Alors vous dites, vous le rappelez et vous faites bien, que finalement, on voit, de plus en plus qu'Emmanuel Macron et son gouvernement détestent le citoyen, finalement, le citoyen qui pourrait avoir, un avis contraire au sien. Mais il déteste autre chose, enfin, selon mon humble avis, avec la création de ce conseil, c'est qu'il déteste la science. Parce qu'il ne donne qu'un avis de la science, il ne donne qu'une idée de la science, enfin, qu'une seule ligne de la science. Et rien que ça, c'est prouver qu'il déteste la science en soi, puisque la science n'avance qu'avec ses débats. Je suis totalement d'accord, Clémence. Si je puis me permettre, alors je n'ai pas mon petit Weber illustré en main, mais durant la crise du Covid, j'ai repris Max Weber, Mmh. qui est quand même le positiviste par excellence, Oui. l'homme auquel on se réfère pour, vous savez, pour déterminer la scientificité de la science, on va dire. Et Weber, de mémoire, hein, là je m'excuse, ça va être un petit peu approximatif, Weber nous dit, il y a 100 ans, il nous dit, en gros, attention à ces professeurs qui pensent que que la vérité tombe de leur chaire d'université, Mmh. attention parce qu'à ce moment-là, ça devient une science réifiée qui se prend pour vérité. Oui. Ce qui veut dire qu'il y a 100 ans, le pape du positivisme considérait qu'il fallait absolument un débat scientifique parce que sinon, on a une vérité morte, on a quelque chose de réifié, on a quelque chose j'allais dire, de la science, parce que c'est quelque chose qu'on prend, vous savez, qu'on prend pour parfait, pour l'étape de la loi, en quelque sorte. Et ce que fait aujourd'hui Emmanuel Macron, vous dites qu'il déteste la science, j'ai envie de vous répondre, il aime seulement une partie de Mmh. la science qui ne fait pas de débat. Parce que comme je le disais, Jean Tirole, Alain Aspect ou Claudine Tiercelin, je ne les connais pas, mais manifestement, ils sont du bon côté de la science. Mmh. C'est-à-dire, vous savez, la science attestée, la science certifiée, le scientifique qui pense bien, celui qui surtout ne pensera jamais mal. C'est-à-dire, le peuple, c'est pas bien, les organes de pouvoir, c'est bien, la vérification, c'est bien, le fact-checking, c'est bien, le fact-checking du fact-checking, c'est bien, l'anticomplotisme, c'est bien, le nationalisme, c'est mal, la guerre, c'est mal. On pourrait continuer comme ça longtemps, hein. Donc cette philosophie de cours d'école qui infuse les universités depuis longtemps, c'est la science officielle, on va dire. Ce que veut faire, à mon sens, Macron, c'est ne valider que ce type de science et ne surtout jamais plus s'embarrasser à aller voir, vous savez, un horrible professeur de l'IHU comme Didier Raoult, Oui. c'est-à-dire un type qui a mal pensé. Je ne suis même pas, et je précise, je ne suis même pas quant à savoir si Didier Raoult a eu raison surtout ou pas. C'est plutôt qu'il ne faut surtout pas ouvrir le débat, parce qu'ouvrir le débat veut dire faire de la démocratie libérale d'ailleurs dans son sens le noble du terme. Donc ça veut dire qu'en fait on fait seulement une partie de la science, on invite les cautionnés et je pense même, j'espère avoir tort, mais que ce conseil scientifique sera pire que le dernier, Ah. pas forcément dans l'influence qu'il aura, ça faudra voir, mais parce qu'à mon avis on va faire très très attention à sa composition parce qu'entre-temps tout le monde a bien pris conscience qu'à ouvrir le débat parfois un tout petit peu, on est déjà en train de perdre la bataille. Donc serrer les rangs, fermer le couvercle et surtout ne jamais, jamais plus faire entrer d'obscurs oiseaux de mauvais augure voyez, qui seraient là à contester la doxa et la vérité révélée. Eh bien, oui, comme vous dites, ça n'augure rien de bon tout ça, Guilain Benessa. Merci beaucoup en tout cas pour cet éclairage. Je rappelle